connaît toute l'Assemblée par le prénom. Bien, on va démarrer si on veut tenir le timing. Hein. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux à cet atelier consacré à la réalité de la coopération transfrontalière. Sujet plein d'espoir. Et pour en débattre, nous avons, je vais commencer par l'extrême gauche. C'est une référence géographique. C'est toujours comme ça qu'on me qualifie. C'est une référence géographique. Jean-Luc, si tu nous écoutes. Avec le professeur Olivier Guérin, que vous connaissez tous, bien sûr, professeur des universités, praticien hospitalier en gériatrie, très fortement engagé sur la thématique numérique pour la santé et l'autonomie. Il a créé avec ses équipes des plateformes d'évaluation et d'expérimentation dédiées à ces aspects. Il est adjoint au maire de Nice. Plus maintenant. Il a été adjoint au maire de Nice. On ne va pas lui demander pourquoi il n'est plus. Il y a des sélections. Délégué à la santé, à la prévention et à l'accompagnement de la perte d'autonomie. Vous êtes toujours conseiller métropolitain en charge? Mais qui c'est qui m'a passé ce CV complètement dépassé? Bon. Depuis juillet 2023, vous êtes toujours président du Conseil national professionnel, spécialité gériatrie. Oui. Ah, là, j'ai bon. D'accord. Ça c'est très, très important. Nous avons à ma gauche Jean-Charles Rizzone, c'est comme ça qu'on dit? Oui. Très bien. Il a été directeur de résidence-service, coordinateur du GIE IMPA, directeur d'EHPAD multisite. Et depuis 2023, il est directeur du pôle personnes âgées de la mutualité comtoise. Il est aussi intervenant dans les évaluations des ESMS. Et au centre, nous avons Michel Renaud. Mais pourquoi tu rigoles? Ça me va. Nous avons Michel Renaud, qui n'a pas voulu dévoiler son parcours. Et donc, je vais lui laisser la parole pour qu'il se présente. Au centre, ouais. J'ai travaillé avec des personnes dans la salle sur la mutualité de la Loire. Ensuite, j'en ai pris la direction générale. Et puis là, je dirige une association en Lorraine qui a 104 ans, qui intervient de manière transversale dans le champ sanitaire, médico-social, social, auprès de 35 agréments différents dans le même territoire. C'est ça qui est le plus intéressant, je pense, en termes de complémentarité. Et puis pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, je suis aussi délégué régional FEAP pour le Grand Est. Le Grand Est qui a 1, 2, 3, 4 frontières. Je ne parle pas des frontières intérieures du Grand Est avec l'Alsace ou la Moselle, je parle juste de celles extérieures. La Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne et la Suisse, qui sont les 4 pays frontaliers avec le Grand Est. Très bien, merci. Bon, fini pour les plaisanteries. Nous allons entrer dans le dur avec Jean-Charles Rizzone, à qui je donne la parole. Merci pour cette invitation. Donc, moi, je représente la mutualité française comtoise. C'est 14 EHPAD sur le département du Doubs et le territoire de Belfort. Donc, on est principalement dans la coopération transfrontalière avec la Suisse. Donc, les cantons de Neuchâtel, le canton du Jura. Voilà, on a vraiment toute cette ligne de démarcation entre les deux pays. Et on a des EHPAD qui se situent vraiment en proximité, voilà, de cette frontière, qui sont sur la frontière, même, on pourrait dire. Donc, l'EHPAD de Mèche et l'EHPAD de Frasnes. Donc un EHPAD de 83 places pour le premier à Mèche, qui est juste avant le village, voilà, qui continue en Suisse. Et puis l'EHPAD de Frasnes également un peu plus au sud du département du Doubs. Juste en élément contextuel, donc la Suisse, c'est un pays hors zone Europe, enfin hors Union européenne. J'ai repris ce chiffre qui me semblait voilà, très explicite. Le PIB français est à 38 KE, alors que le PIB en Suisse est à 92 KE par habitant. Donc on voit déjà la différence de moyens économiques entre les deux pays. Et puis en teasing aussi, les salaires
Hein, le salaire d'une aide-soignante en Suisse, on est à 4 500 €. Voilà, donc en francs suisses, 4 286. Et pour une IDE, à 5 700 €. Donc on voit tout de suite l'état de la coopération, comment elle va s'opérer et dans quel sens. Pardon ? Alors j'ai pris aussi pour alors je sais pas, directeur, pour un médecin, on est sur 13 000 € aussi pour un médecin généraliste débutant. Voilà, on voit les ordres de grandeur, on multiplie en gros par 2,5, 3 le salaire. Donc avec ça, comment on fait effectivement ? Donc il y a quand même des alternatives, des éléments positifs dans ce partenariat avant de revenir sur les difficultés. Donc il y a quand même des accès aux soins qui sont facilités en Suisse sur certaines spécialités, les choses qui sont très techniques pour réduire des délais d'attente, les urgences, etc. Ça peut être quand même intéressant par rapport à nous, Français. Il y a un partage des ressources et des compétences. Il y a beaucoup d'innovations côté suisse sur la recherche médicale. Nos étudiants, et en particulier médecins, vont en Suisse se former, faire des stages. De nombreux programmes de partenariat aussi en matière de recherche franco-suisse entre les universités Franche-Comté et les universités suisses de Neuchâtel. Et également, un point après très standard, ça renforce quand même les liens sociaux entre nos deux pays. Voilà. Et c'est important voilà, qu'on se comprenne, qu'on ait une compréhension mutuelle de nos deux cultures, de nos deux organisations. Sur le versant peut-être plus négatif quand même de nos Français qui partent en Suisse, sur les éléments de l'emploi, la garantie de l'emploi n'est pas du tout sécurisée pour un Français qui va en Suisse. Le code du travail est complètement différent. L'emploi peut s'arrêter, pour faire très simple, assez rapidement, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un contrat à durée indéterminée. Arrêter un contrat, c'est assez rapide, en particulier pour les Français. Il y a des déplacements qui s'opèrent au minimum d'1 heure, des bouchons pour aller en Suisse, de la fatigue, des conditions de travail aussi qui ne sont pas forcément des plus confortables et avec peu de perspectives en tant que Français sur les évolutions professionnelles. Donc comment on fait avec ça quand même pour arriver dans nos structures type EHPAD à fidéliser, favoriser l'attractivité ? On va jouer sur les salariés boomerang, c'est-à-dire qu'on a souvent des jeunes diplômés qui vont se former à l'issue de leur diplôme, on continue à se former en Suisse et travailler dans leurs premières expériences, mais on a des salariés qui reviennent. Et donc l'enjeu, c'est avec eux d'essayer de démontrer quand même qu'il y a une qualité de vie au travail et d'encourager dans une dynamique collective la cooptation aussi des professionnels qui sont partis. Donc on joue sur l'attractivité, sur la cooptation et puis la réintégration aussi des professionnels qui sont partis. C'est aussi un enjeu. On accueille, on a souvent dans nos plans d'attractivité accueillir les nouveaux salariés, mais pour nous on joue aussi sur réintégrer ces salariés parce que du côté suisse on a vraiment une culture très différente de l'organisation des soins qui est plus marchande, qui est plus sur une notion de service et sur une prestation à opérer, et c'est pas la culture soignante en France et on voit les différentes limites. Donc je pourrais développer plus, mais en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même une coopération qui s'opère indirectement, surtout sur le champ économique, pas tant dans le champ médico-social, qu'il y a des choses qui sont quand même positives, qui reviennent sur du côté français. On est le 19e département, le Doubs, le plus riche de France. Ce qui est quand même pas négligeable. Donc les transfrontaliers, les travailleurs transfrontaliers bénéficient quand même de cet impact et ramènent de la richesse quand même dans notre département. Dans le champ médico-social, ça se voit, c'est une incidence moins visible, mais on ne peut pas ignorer ce contexte-là dans ce qu'on va mener en termes d'attractivité et de fidélisation dans nos établissements.
Mais est-ce que vous avez des résidents suisses dans vos EHPAD? Alors oui, on a même des EHPAD qui se construisent voilà, plutôt sur des modèles privés lucratifs. Alors à l'EHPAD de Mèche, donc nous sommes une structure 100% habilitée à l'aide sociale, on a une majorité de Français ou alors des franco-suisses, mais on n'a pas des Suisses. Par contre, on a des EHPAD effectivement qui s'installent sur cette frontière pour accueillir des Suisses au vu du coût moindre de la prise en charge gériatrique côté français. Donc voilà, à bon étage, en l'occurrence, si vous voulez regarder. Vous exportez la main-d'œuvre et vous récupérez les plus âgés. Voilà, très peu du côté patientèle ou clientèle, zéro. Alors, on a quand même très peu de gens qui, sur la prise en charge gériatrique, vont d'un côté ou de l'autre, du côté français ou du côté suisse, dans la prise en charge. C'est plutôt à la marge. Par contre, ce qu'on exporte, c'est nos professionnels de santé formés voilà, à la frontière, à Pontarlier, dans nos instituts de formation, qui vont aller en Suisse. Alors, ils peuvent bénéficier de stages, c'est intéressant, de subventions aussi de la Suisse. Mais voilà, c'est ce qu'on exporte le plus. On a quand même un retour effectivement sur investissement, mais à quelques années après la formation, où les gens reviennent quand même, ne restent pas sur une longue carrière en Suisse. Et est-ce que l'évolution par rapport aux tarifs, et notamment aux tarifs différenciés, pourrait amener plus de résidents suisses dans les EHPAD, et donc du coup contribuer à minima, même si ça va être très réglementé, à la compensation, parce que du coup il faut quand même les fidéliser, ces Français qui reviennent en France pour travailler, et du coup ça a quand même un coût. Donc c'est un vrai champ de réflexion pour nous, le passage aux tarifs différenciés. Pour ceux qui ont suivi les débats cette année de la loi Bien Vieillir, il y a des décrets qui sont voilà, en cours, peut-être ou pas, d'application. Donc il y a une réflexion qui est menée au sein de notre conseil d'administration pour reprendre la question sur les EHPAD privés lucratifs qui accueillent des Suisses. On voit qu'on a un tarif vraiment très éloignés. Donc à peu près on est à 80 € du prix de journée à la frontière suisse, où les privés lucratifs vont aller jusqu'aux 120, 130 €. Donc on voit qu'il y a une marge de manœuvre entre les deux pour arriver voilà, à accueillir des personnes effectivement qui ont un haut niveau de revenus par ce statut-là. Bien sûr, oui. Tout à fait. Donc le tarif différencié est potentiellement une option de développement, mais qu'on souhaite réfléchir et pas se précipiter pour conserver quand même l'objet social d'accueil de la population et d'une majorité quand même de personnes à l'aide sociale. Comment vous qualifiez cette coopération transfrontalière? C'est du gagnant-gagnant? C'est à sens unique? Alors, je ne dirais pas gagnant-gagnant. Pour les Suisses. Pour les Suisses, voilà, effectivement. Non, hier, j'ai participé à la contrainte on avait voilà, une table ronde sur la contrainte et les opportunités. Donc, on a une vraie contrainte, mais on essaye de la transformer en opportunité. J'aurais pu préciser que nos EHPAD, quand même, ont des professionnels qualifiés, arrivent à bien fonctionner. On a quand même voilà, des infirmières, des médecins. On n'est pas sur des EHPAD voilà, en grande difficulté d'attractivité de professionnels. Donc on arrive à compenser cette difficulté voilà, et la transformer en opportunité. Après, voilà, on aimerait, pour rejoindre la question d'Hélène, voilà, une modification effectivement sur ces aspects économiques, qu'on soit mieux accompagné pour cela. Pascal Droglazet, directeur de la formation et des parcours professionnels à la FEAP. Qu'en est-il des régimes de retraite? Alors je sais bien que quand un professionnel de santé part en Suisse, qu'il vient juste d'obtenir son diplôme, les questions de retraite, il n'est peut-être pas très sensible à ça, mais est-ce que ça pourrait être un levier quand même pour au moins limiter la durée d'exercice en Suisse?
Alors tout à fait, la retraite elle est prévue dans ce statut de transfrontalier avec la Suisse, donc il y a une cotisation à opérer, donc ça vient gréver quand même le salaire qui est plus important et c'est pas négligeable, c'est de l'ordre de 3, 4, 500 euros en fonction voilà, des contextes, donc la retraite c'est un élément important. Et puis on a des couples aussi par exemple, généralement il n'est pas intéressant que les deux membres d'un même couple aillent travailler en Suisse parce que un dans le couple garde effectivement le statut en France de la sécurité sociale pour les enfants. Voilà, donc il y a l'effet économique, mais aussi il y a quand même des atouts de notre côté sur la protection sociale, sur le versant retraite et sécurité sociale. Peut-être passer deuxième intervenant et puis on reviendra. J'avais une petite question parce qu'on parle beaucoup de la Suisse et de la France, mais bon, moi je dirige un EHPAD à Courbevoie qui s'appelle l'Union Belge, donc je vais vous parler de la coopération transfrontalière, alors pas uniquement avec la Belgique, mais avec tous les autres pays européens. Comment ça se passe? Parce que nous, on souhaite se développer de l'autre côté de la frontière et on voudrait savoir s'il y a des contraintes ou des opportunités particulières. Alors, le contexte, voilà, la Suisse est très différent. On est hors zone euro, hors Union européenne, une organisation fédérale. Les Suisses sont très protectionnistes, donc il n'est aucunement envisagé, enfin je pense, pour les organismes gestionnaires à la frontière française, d'aller se développer en Suisse. C'est un contexte voilà, très particulier, très différent culturellement aussi. On aurait du mal, je pense, à se projeter voilà, sur cette culture. Mais oui, je ne peux pas répondre. Du coup, ça sera peut-être plutôt mon collègue qui pourra voilà, apporter des éléments. Ouais. On a répété, merci. Saint-Étienne est toujours la capitale en foot, s'il vous plaît, par rapport à Lyon. C'était pas facile à placer à cette réunion. Il y a peu de frontières, à part le Pilat, mais un Christian. C'est un autre souci. Plutôt sérieusement, je vais essayer de répondre à votre question en partie à l'intérieur de ce que je vais dire. Première partie, frontière n'est pas toujours pareil, puisque ça dépend des pays. Je vais commencer par l'endroit où il n'y a pas de collaboration, c'est l'Allemagne. On a des établissements à Strasbourg, sanitaires de la FEAP. À 4 km, il y a Kiel. Zéro collaboration. Il n'y a pas de... C'est pas peut-être le bon terme. Il n'y a pas de collaboration parce que les agréments ne sont pas, parce que la langue n'est pas la même. Oui, même avec Alsace. Parce qu'il n'y a pas de volonté de collaboration. Peut-être parce que le système ne permet pas, j'en sais rien, je ne connais pas assez techniquement. Et puis les salaires ne sont pas si différents que ça. Donc en plus, il n'y a même pas un qui attire l'autre. Il n'y en a pas. Point. Ils ne se posent pas la question. Peut-être que chacun est autosuffisant. Peut-être que chacun est suffisamment riche des deux côtés de la frontière. Hein. En Alsace, on a quand même une moyenne supérieure de termes de revenus par rapport à d'autres départements français, etc. Mais il n'y en a pas. La Suisse... Je ne veux pas leur dire, ça a été dit là, c'est la même chose avec Mulhouse et avec jusqu'à Colmar, puisque là, il y a une attractivité incroyable en termes de finances et de salaire. Donc, c'est très compliqué pour les collègues de pouvoir maintenir la permanence des soins quand on est un établissement sanitaire. Je vais se recentrer sur la Belgique et le Luxembourg. Il y a 100 000 travailleurs français qui vont au Luxembourg tous les jours. Voilà. Donc, la discussion, elle se fait de ministre à quoi ? Président de conseil régional, directeur d'ARS, président du département. C'est pas simple. Je pense que c'est pas simple des deux côtés. On va faire gentil voilà. Il n'y a pas volontairement beaucoup de volonté de travailler de manière complémentaire, enfin de reconnaître l'autre. Je vais faire un peu simpliste et désolé, hein, je fais un peu rapide, mais le Luxembourg estime que grâce à lui plutôt, il y a 100 000 Français qui récupèrent des richesses qu'il amène en France. Et nous, on lui dit, tu formes personne, quasiment. Tu te sers sur les IFSI, sur les facs de médecine, sur les IFAS, sur tous les organismes de formation, et tu nous les débauches, enfin, tu les embauches. Et en plus, on a payé 100% de la formation. Ça fait, je pense, 100 ans, j'en sais rien, 50 ans, qu'on demande, ou qu'on essaie de voir avec le Luxembourg, s'il ne peut pas participer d'une manière ou d'une autre. Voilà. Petite avancée quand même, il y a 2 ans.
le Luxembourg a accepté de financer la moitié des places en plus qu'on a fait en IFSI à Mont-Saint-Martin, qui est à la frontière belge-Luxembourg. Là, il y a trois pays à quelques kilomètres près. Quand je dis quelques, c'est 3-4 kilomètres. Hein. On parle bien de rien du tout en termes de déplacement. Et puis à Briey, qui est un petit peu plus bas, qui est à une demi-heure de la frontière en temps. Ils ont accepté de financer 50% des places d'IFSI qu'on a créées en plus dans chacune de ces deux lieux. C'est une première à ma connaissance. Il y a peut-être d'autres, je ne suis pas un spécialiste des accords transfrontaliers, mais à ma connaissance, c'est une première. En tout cas, chez nous, dans le Grand Est, c'est une première, c'est à peu près sûr. Après, hélas, la qualité de vie au travail, comme on dit, ou l'accueil qui est fait dans les établissements luxembourgeois est bon. Donc on ne peut même pas jouer le côté on est les meilleurs, les plus beaux, les plus grands, et chez nous, on sait faire, et vous serez bien accueillis. Ils sont bons aussi. En tout cas, il n'y a pas de grand différentiel entre les deux. Il faut arrêter de taper sur l'autre pour dire c'est un étranger, donc ils ne savent pas faire, nous on sait faire, parce que voilà. Non, ce n'est pas le cas. Le salaire est double chez nous. Toi, tu disais de x2, x3. Chez nous, c'est x2 en net. Je parle en net. x2 en net. Les gens viennent depuis Metz, même parfois Metz qui est déjà, je sais pas, moi je dirais 3/4 d'heure du luxe par rapport en termes de distance. Nancy, je suis pas trop touché quand je suis à Nancy, tu l'avais pas à l'époque, à la marge. Mais ce qui fait que les établissements qui sont proches, je vais être un peu simpliste aussi, comment on attire des médecins qui vont assurer les urgences, la mater à Mont-Saint-Martin. Bon, on voit bien que les structures qui l'ont géré, toutes associatives, sont tous... il y en a 2 de suite qui ont déposé le bilan, enfin, qui ont été repris en termes financiers d'une autre. SOS, aujourd'hui, le gère. Très, très compliqué. Les gens arrivent, nous appellent. Moi, il y en a qui m'ont appelé. Ils m'ont dit, Monsieur Michel, c'est 10 000 nets pour que je commence à regarder votre annonce. Et le pire, c'est qu'ils se permettent de dire comme ça en appelant suite à l'annonce. C'est pas bonjour, je m'appelle comme ça, j'essaie de vous convaincre que je suis bon, puis au fait, vous payez combien? Je suis à 10 000 nets, est-ce que vous êtes à ce niveau-là? Merci, au revoir. Bon, moi, c'est ce que j'ai répondu. Mais moi, je ne suis pas juste à côté, je suis plus bas pour l'OHS. C'est ça le vrai enjeu. Ensuite, les collaborations de part et d'autre. Ça existe. Il y a des collègues de Nancy qui sont allés faire un accord avec une congrégation, c'était dans des champs congrégationnistes, c'est comme ça qu'on dit? Le Sionel. Congréganiste ou Congréganiste, ok. 2 congrégations qui se sont mis ensemble. Et là, ils ont passé un accord de coopération de l'un et l'autre en s'appuyant sur l'un et l'autre. Avec une partie de conseil d'administration croisée. C'est ça les choses, parce que quand même la loi n'est pas la même, les agréments ne sont pas les mêmes, évidemment, hein, de part et d'autre. Mais c'est peut-être une piste de travail pour pouvoir le faire. Moi, je vais vous parler d'un autre angle dans ces accords transfrontaliers. Je vais commencer par dire merci aux Belges d'avoir accueilli sur la durée plus de 7000 Français handicapés en établissement belge. Heureusement qu'ils sont là, parce que sinon, je ne sais pas où ils seraient. Chez les parents ou dans des centres psychiatriques, parce que c'est beaucoup aussi des gens avec des gros troubles du comportement, de l'autisme sévère, etc. Vous allez voir, ça va se dégrader le message que je vais faire passer. Là, je suis très positif au début. Moi, je leur dis merci parce qu'on n'a pas été capable de les accueillir en France. Pourquoi on n'a pas été capable? Je m'appuie à la fois sur un rapport IGAS, mais un rapport qu'on a fait et qu'on a constaté sur la Meurthe-et-Moselle, juste un département de France. Pourquoi pas capable? Parce qu'en France, pour avoir une place en plus, en masse, en femmes, etc., il faut un appel à projet, il faut une création de place, il faut passer en ceci, cela. Nous n'avons pas de sous. Non, monsieur Michel, on ne peut pas vous valider 30 places de plus, 50 places de plus, la création d'établissement. Il n'y a pas le financement en France pour pouvoir le créer. Ce n'est pas possible. C'est la réponse qui m'a été faite. Je constate, vous noterez le cynisme un tout petit peu de ma phrase, qu'entre 2005 et 2019, date de l'étude qu'on a pu faire, on a doublé le nombre d'établissements belges qui accompagnent des adultes ou enfants, même principalement enfants, handicapés français. Ceux qui sont d'Île-de-France, ceux qui sont des Hauts-de-France, ceux qui sont du Grand Est devraient être fous quand j'entends ça, quand on constate ça. Pourquoi? Parce que c'est super, on accueille enfin les personnes handicapées françaises que la France n'a pas été capable d'accueillir en ces établissements. Maintenant, j'arrête le positif. Qui paye ces établissements-là?
Alors, je suis allé voir la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle. Le département de Meurthe-et-Moselle était le 3e département de France en nombre de Français handicapés accueillis en Belgique. 3e. Je suis allé voir la caisse primaire de Nancy, enfin de Meurthe-et-Moselle. Non, monsieur Michel, 0. On paye 0. C'est pas vrai, madame. Il paye 0 €. C'est laquelle alors? C'est celle de Vannes, je crois, le Grèce. Ouais. Parce que c'était pas celle de Meurthe-et-Moselle qui payait, c'est celle de Roubaix qui fait pivot avec la Belgique, parce que si l'un d'entre vous va se péter une jambe en Belgique et accueilli dans un établissement hospitalier belge, il y a un accord entre les pays de réciprocité et qui dit que c'est payé par nous. À l'époque, on avait regardé l'évolution du fonds de cette caisse primaire-là, plus 15% par an. Je vais vous donner les chiffres en millions après, ne vous inquiétez pas. Le département, parce que quand c'est une masse, c'est assurance maladie. Ceux qui sont dans le handicap, je ne vais pas leur apprendre ça. Mais quand c'est un foyer, etc., c'est aussi un financement département. Qui paye quand c'est un agrément du type département? Le département d'origine. Pour la Meurthe-et-Moselle, la somme des deux faisait 2,1 millions par an de budget qu'on donnait à ces établissements belges pour pouvoir accueillir des Français. Donc le premier qui me dit qu'on n'a pas de place en France et qu'on n'a pas de financement pour accompagner des Français handicapés dans nos établissements, ne vous inquiétez pas, nous payons la Belgique pour pouvoir les accueillir, voire leur donner un salaire supplémentaire qui nous empêcheront d'embaucher nous-mêmes ces mêmes salariés. Je vais plus loin. J'ai fait une étude interne sur 100, quand on me donne 100 de fonds publics pour accomplir une mission de service public, si j'additionne vraiment tout, charges salariales, charges patronales, taxes foncières, impôts sur le revenu, TVA, taxes sur les salaires, etc., je suis entre 48 et 52%. Donc non seulement on dit à des personnes handicapées d'aller plus loin, non seulement on finance des emplois à l'extérieur, alors bien sûr aujourd'hui on va me dire il n'y a pas de problème d'emploi en France, ok, on a déjà du mal à trouver des salariés. Je ne parle pas de l'année 2022-23, je parle sous couvert de mon président, depuis les années 70, où on a commencé à laisser partir des Français handicapés accueillis en Belgique. Quand on me dit qu'on cherche des sous dans des budgets de l'État, qu'on n'a pas de sous pour accompagner normalement des personnes malades, handicapées, ou payer des salariés, ou des fonctionnements d'établissements, comment disait Coluche? Je me marre. Faut pas le dire comme ça, c'est pas bien, c'est pas politiquement correct. Mais quand je vois... Et là, je l'ai appris hier par un ancien responsable de l'UNEDIC qui m'a dit les caisses de l'UNEDIC, donc purement chômage, je vous ai parlé de retraite tout à l'heure, si ça peut être un avantage. A priori, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est ce que m'a dit un responsable de l'UNEDIC hier, il me disait l'accord de réciprocité entre les pays, et il me dit principalement, ce que je vais vous dire comme chiffre, c'est la Suisse et le Luxembourg, qui sont les deux qui attirent le plus de Français là-bas. Quand ils quittent leur boulot ou quand ils perdent leur boulot et qu'ils sont au chômage, la France continue à les payer au moins 10 mois. Non, leur octroyer le chômage pendant 10 mois, mais il y a un accord avec la Suisse. Ils participent au financement de ces 10 mois. À hauteur de 3 mois. Le déficit de ces deux caisses par rapport au chômage, par rapport à la France, c'est 1 milliard par an. Mince, j'ai plombé l'ambiance. Donc les accords transfrontaliers sont possibles. Voilà. Ça peut des questions dans la salle. Ça peut être un marché de... Pour une fois, je vais prendre la parole au nom de ma femme qui, à l'époque, était assistante, quand j'étais à Nancy, était assistante sociale auprès des enfants handicapés, et elle a accompagné 3 enfants en Belgique. Ce que je vais te dire, c'est qu'il y a un mot que tu as mal employé, c'est-à-dire qu'en Belgique, peut-être aujourd'hui ça a changé, mais ce n'était pas des établissements dans l'idée qu'on en a. C'était des structures totalement adaptées aux besoins des handicapés profonds, c'est ça qui a fait le succès de la Belgique. Et avec une souplesse, une adaptabilité et une empathie, il faut le dire quand même, absolument remarquable. Voilà. Alors, moi, je suis plus inquiet. Je suis inquiet pour les chiffres, évidemment, toujours, mais je suis plus inquiet pour notre capacité à
créer des structures comme ça plutôt que voilà, c'est parce que c'est pas pour rien qu'ils sont. Alors c'est pas tout à fait la même chose en Suisse, mais en tout cas en Belgique, ils ont réussi le truc. Alors, ils ont fait des structures à la québécoise, quoi. Il faut dire les choses comme elles sont. Je vais rebondir sur ce que tu dis, je vais te donner raison. Une partie, et je traduis aussi un petit peu indirectement pour les autres. Une partie de réflexion, c'est qu'on parle d'autisme sévère, on parle de personnes avec des gros troubles psychiatriques et tu as parfaitement raison, que les établissements ont parfois, souvent, je te l'ai dit tout à l'heure, disaient j'ai la liste de ceux que je peux prendre, lui non, lui non, lui non, lui oui, lui, ah ben j'ai plus de place. Voilà, ça, parfois il y a souvent, il y a des qui sortaient du CPN, Centre psychiatrique de Nancy, des gens où certains établissements ne voulaient pas, on va le dire, dans leur établissement, parce que l'accompagnement, la lourdeur d'accompagnement, le besoin d'accompagnement était tel que l'établissement ne souhaitait pas, ne pouvait pas, comme ça j'ai pas de jugement, etc., le faire. Et il y avait une deuxième chose, c'était le côté organisationnel. Le nombre d'établissements ouverts 365 jours par an, pouvant accueillir, y compris le week-end, les vacances scolaires et autres, etc., pour ce type de personnes handicapées qui le nécessitent régulièrement, eh ben, on n'y était pas. On n'était pas à la réponse de, enfin on n'était pas là pour répondre à l'attente. Et tu as parfaitement raison. J'ose espérer qu'on a évolué depuis. Je vais te dire, je pense un peu. Tu noteras le côté moins cynique et moins direct de ma part, mais un peu, voilà. Je pense qu'on a amélioré les choses. Je pense qu'on n'est pas encore en réponse complète par rapport à ces besoins-là. Mais je pense qu'on n'a pas le droit de dire on repousse des gens chez nous. On n'a pas le droit de dire en France on n'accompagne pas ces personnes-là et de se plaindre en plus derrière. Je n'ai pas parlé de qualité en Belgique parce que j'ai rien à dire sur la qualité au sens négatif du terme sur la Belgique. Ils sont opportunistes, ils ont compris le système et ils ont dit oui. Et ils font la note après. Voilà. Je ne peux pas dire plus que ce que je viens de dire là. Je partage ce que tu as dit. Une autre question. Qu'est-ce qui interdit qu'on ne fasse pas la même chose en France que ce qu'ont fait les Belges de façon très humaniste et très positive? Rien. Alors pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi l'OHS ne le fait pas, par exemple? Alors, moi, je ne l'ai pas fait. Alors, il n'est pas sympa. Enfin, il n'est pas sympa. Il me provoque le... J'ai même proposé à l'ARS et au département de leur dire, il y a tout un travail qui a été fait, je l'ai fait à Madame Cluzel, qui était secrétaire d'État au handicap à l'époque, elle était venue à Nancy spécifiquement par rapport à cette mission-là et ce travail-là. J'ai dit, vous faites un travail pour éviter les prochains départs en Belgique. Il y a tout un programme ministériel qui a été mis en place par rapport à ça, et moi je disais, il faut aussi aller chercher les Français là-bas. Et là, il faut faire de l'individualisation. Et j'avais passé un accord avec d'autres associations en Meurthe-et-Moselle. À nous, on faisait le 80% à peu près de l'offre handicap du département. Et j'avais dit à ces assos-là, on doit ouvrir les portes et leur permettre de faire selon l'endroit où ils veulent, selon le type d'handicap qu'ils veulent. Et j'ai dit au département, à l'ARS, laissez-nous le nombre de places en plus nécessaire par rapport au oui qu'on aura des familles. Parce que c'est les familles qui accompagnent ces personnes-là. Et là, on m'a dit... Voilà. Deuxièmement, j'ai dit, ça vous coûte rien, parce que je vous demande juste l'argent que vous donnez à la Belgique, pas un centime de plus, je m'aligne sur les prix. Vous payez plus en Belgique que chez moi. Donc c'était encore plus facile de dire oui. Et derrière, je leur disais, si les personnes ne sont plus là, parce que je les connais par cœur, ces gens-là en face de moi, depuis 20 ans, je négocie avec eux, je leur dis, vous inquiétez pas, le jour où il n'y a plus la personne, j'ai plus la place. Donc plus la garantie de financement. J'accepte ça dans le deal, dans la négociation avec vous. Parce qu'ils se disent que quand on ouvre une place, ils sont obligés de mettre une ligne financière ad vitam aeternam. J'étais même allé jusque-là dans la négociation. Voilà, zéro réponse. Le système ne le permet pas. Après les EHPAD, moi je verrais bien qu'est-ce qui interdit d'accueillir des Suisses, des Belges, des Luxembourgeois en EHPAD. Est-ce qu'on est obligé d'avoir une place en plus? Est-ce qu'on ne peut pas faire un établissement, de se mettre dans le système centre de santé, libéral, je m'en fiche, prestations complémentaires, etc. D'inventer un EHPAD hors les murs, dans des murs, si je peux le dire comme ça, avec des personnes étrangères qui payent. Qu'est-ce qui nous interdit de faire ça? Comme des patients étrangers. Comme des patients étrangers en établissement. Ouais. Pourquoi ça serait Pourquoi on ne le fait pas? Parce que même si je dis que c'est possible, on ne le fait quand même pas. Parce qu'on doit être pas si mal que ça dans notre système un peu bloquant. On va passer la parole à
pas bien ce que je viens de dire. Ouais, c'est passionnant, hein, ce que vous avez dit et puis les échanges qu'il y a eu. Ce que je trouve assez désespérant dans ce que tu dis, c'est effectivement ce côté sclérosé, rigide, et finalement où on voit que l'état d'esprit européen, en tout cas, n'a pas du tout pris. On fonctionne en cadre national, comme on a toujours fait, sans regarder trop ce qui se passe de l'autre côté, sauf si nos salariés dans des métiers spécifiques sont payés plus et qui se barrent. Et ça, maintenant, alors pour la Suisse, c'est, même s'il y a des accords, c'est pas tout à fait pareil, mais sur le reste de l'Europe, c'est la liberté de circulation des travailleurs. Donc pour le coup, c'est une règle intangible. C'est le seul véritable cadre européen de collaboration, pour peu qu'on considère que ça s'appelle collaboration. Cela dit, je vais essayer d'être un tout petit peu plus positif malgré tout sur l'ambition européenne, en tout cas dans le cadre de la recherche, de l'innovation et de la recherche aussi de la performance des organisations. Il y a, vous le savez, un cadre européen sur les contrats transfrontaliers de collaboration qui existent. Ce sont les programmes Interreg. Il y en a 32 actifs actuellement, hein, dans le programme qui se termine en 2027, qui est pourvu à hauteur de 3,2 milliards d'euros. La France en a 7 dans son périmètre en route. Il y en a 6, on voit à peu près toutes les frontières qui sont concernées, hein. L'Espagne, l'arc alpin, la Suisse qui est dedans aussi, celui du Nord avec la Wallonie et l'Allemagne. Et il y en a un qui est un peu plus éthéré, on va dire, qui est le programme Euromed, qui lui est avec notre frontière sud, de l'autre côté de la Méditerranée, et qui est aussi assez largement pourvu en financement. Et l'intérêt de ces programmes Interreg, alors je vais vous donner quelques exemples, et peut-être issus d'ailleurs plutôt de mon mandat d'adjoint au maire, dont vous parliez tout à l'heure, parce que c'est souvent avec les collectivités que ça se joue. Et je pense que pour les établissements de la fédération, c'est intéressant dans l'ADN du privé à but non lucratif de dealer avec les collectivités territoriales frontalières ou pas trop loin, pour réfléchir ensemble, parce qu'il y a besoin que ça soit porté par les collectivités aussi, et donc ce qui veut dire aussi en lien avec les régions, parce que vous savez que ce sont les régions qui sont à la commande des programmes européens, hein, les conseils régionaux, et il y a plutôt des choses intéressantes à faire et qui sont, je trouve, très valorisantes pour notamment les structures privées non lucratives. Je veux dire pourquoi. Un des modèles de financement que je trouve assez, moi j'avais trouvé ça super intéressant, je voulais d'ailleurs que ça se reproduit, y compris sur de la santé stricte, mais là c'était sur le champ social, ce sont les CIB, vous connaissez les CIB, les Social Impact Bonds. C'est un modèle de financement que je trouve assez finaux, quand moi j'étais côté puissance publique, on va dire, comme élu. C'est un sujet, en fait c'est un fonctionnement d'action. Ça se passe comment? Vous avez un programme transfrontalier. Donc avec l'Italie, là on avait un programme qui embarquait, parce que la santé au sens strict n'est pas dans les thématiques des Interreg, hein. Donc il faut l'aborder par le social ou par le démographique type vieillissement ou par ou la précarité. Enfin, il faut tomber sur les bons mots-clés malgré tout. Mais on a moyen de faire vraiment, hein. Surtout dans ton champ à toi par exemple, tu vois, ça rentre pleinement, hein. Et l'intérêt des CIB en termes de fonctionnement, côté puissance publique, c'est quoi? C'est que finalement, moi, j'avais des tas d'envie de faire des tas de choses dans le champ social, et je pouvais rien faire parce que j'avais pas d'argent, pour faire court, ou très peu. Et là, notamment sur de la transformation innovante. Par exemple, sur du retour à l'emploi de seniors, c'était pas mon champ à moi directement, mais moi c'était sur des aspects préventifs intégrés pour le bien vieillir des populations italiennes et françaises de chaque côté de la frontière. Et les CIB, en fait, vous prenez un acteur privé, de préférence de philosophie publique. En gros, par exemple, du privé non lucratif. Une fondation, voilà, tout ce qui fait l'âme des établissements de la FEAP. On construit un cahier des charges ensemble. Le privé non lucratif porte initialement, mais soutenu par l'Europe, la charge de financement de la transformation qui est dans le projet.
La puissance publique, et on se met d'accord sur des indicateurs de performance, de réussite du projet. Tous ensemble, initialement. Une durée, et oui ou non, ça marche. Si ça ne marche pas, l'Europe aura contribué à une certaine hauteur, mais c'est raté, et donc le privé perd cet argent-là. Par contre, si c'est réussi, la puissance publique s'en empare, le déploie, ou pas, fait ce qu'elle veut, mais en tout cas, rémunère avec intérêt le risque pris par le partenaire privé dans cette transformation organisationnelle. Voilà. Et je trouve ce modèle de financement européen, je ne sais pas si vous le connaissiez, il commence à se déployer partout, dans tous les programmes européens, sur toutes les branches, y compris les branches techniques, scientifiques, d'innovation digitale, parce que ce sont des modèles vraiment vertueux et qui évitent en fait, on va dire, la dispersion d'argent public pour tester des trucs qui ne fonctionnent pas. Et ça met surtout de la rigueur privée dans la gestion du programme, et donc avec un niveau de réussite des programmes qui est bien supérieur à ce qu'on faisait avec juste de la subvention publique, dont finalement on récupère l'argent, on le dépense, et ça ne sert à rien. Et donc je trouvais ça assez intéressant. Et donc ces programmes transfrontaliers sont désormais tous sur ces modèles-là. C'est vraiment intéressant, donc je vous conseille de regarder de près. Vous avez compris, moi je suis un académique, hein, donc nous on l'utilise beaucoup et de plus en plus, et c'est vraiment intéressant. Qui connaissait les CIB, Social Impact Bonds? Moi je trouve que le modèle de financement est très bon. Et là on essaie de le déployer dans d'autres cibles que le social, évidemment. Par exemple, même sur de l'équipement sanitaire, on peut faire ça. De l'équipement, hein, lourd. On peut faire des choses comme ça. Exactement. Et tout est finalement dans le deal initial entre le partenaire, l'Europe et les collectivités, par exemple, qui participent au projet, sur les indicateurs de réussite ou pas de fin de programme. C'est là-dessus qu'il faut être un peu bon pour ne pas mettre en péril les structures privées qui ont décidé de prendre une partie du risque, évidemment, mais que ça ait du vrai sens pour nos populations. Voilà. Et donc en plus, ce sont des discussions extrêmement intéressantes. Et c'est un état d'esprit assez nouveau, je trouve. Ah ben moi je l'ai mis en place, mais sur le champ social pur, parce qu'on m'a amené sur les thèmes sociaux. Alors moi je ne connaissais pas le CIB, mais je connais les projets à impact social, mais je pense que c'est la traduction française. Oui, c'est ça. C'est ça? Exactement. C'est une définition un peu... Oui. Ah bon? Ah pas tout à fait. Bon, moi j'en ai fait un comme ça, avec la région. Moi ce que j'ai apprécié, c'est la mentalité du projet. Ça donne j'ai l'impression, une souplesse, une démultiplication potentielle, un effet de levier, hein, où on prend une partie du risque. Parce que, mais en même temps, si on ne croit pas à ce qu'on fait... je sais pas, mais on peut y aller quand même, non? Ou alors si on n'y croit pas, si on y croit, on peut y aller. On peut aussi prendre un peu de risque de notre côté, hein, d'être que du financement 100%. Des fois, c'est machin. Et pour l'entité publique, ce qui est bien, c'est qu'elle est sûre d'y gagner. Oui. Ouais, c'est sur les projets impact sociaux sont la déclinaison dans le cadre national parce que ça a beaucoup intéressé quand même, de ces éléments-là qui ont été mis initialement par l'Europe et notamment sur les sujets transfrontaliers. Donc c'est assez intéressant. Et c'est intéressant de construire ensemble avec un partenaire de l'autre côté des modèles d'organisation innovants qui peuvent être extrêmement intéressants pour nos populations. Hein. J'ai pas pensé sur le médico-social ou le sanitaire. C'est possible. Ok. Bien. Bien. Bonne... Bravo. Merci, messieurs. Merci.